Connaissiez-vous l'existence des habitats accompagnés, partagés et insérés, autrement appelés avant logements inclusifs? À qui sont-ils destinés? En quoi représentent-ils une alternative au logement seul et aux EHPAD? Nous serons amenés à répondre à toutes ces questions. Mais avant, concentrons-nous sur quelques chiffres. La France, peuplée de 67 millions d'habitants, a vu sa démographie radicalement se transformer en l'espace d'un demi-siècle. Comme vous pouvez l'observer sur ces pyramides des âges de 2007 jusqu'à la prévision 2055, le pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans aura fait un incroyable bond en l'espace de 50 ans. Conséquence directe du baby-boom, symbolisée par une forte augmentation du taux de natalité de l'après-guerre jusqu'au milieu des années 60. En 1950, l'espérance de vie des femmes était de 69 ans, celle des hommes 63 ans. En 2020, elle est passée à 82 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. En l'espace de 70 ans, nous vivons en moyenne 16 ans de plus que nos aïeux. Ce phénomène peut bien évidemment s'attribuer au progrès considérable de la médecine, à une amélioration de notre qualité de vie en général. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, à l'horizon 2070, le pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans se rapproche des 30% de la population totale, alors qu'il est de 20% actuellement. Il est aussi à noter que l'espérance de vie en bonne santé est en moyenne de 63 ans en France. Si les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps, elles souhaitent aussi conserver la meilleure qualité de vie possible chez elles, dans leur habitat historique. Mais parfois, le maintien à domicile devient difficile suite à un accident, au décès du compagnon ou en lien avec un déclin physique dû au grand âge. Lorsque les soins à domicile ne suffisent plus, les familles doivent souvent se résoudre à leur trouver une place en établissement spécialisé de type EHPAD, USLD. Mais ces derniers ne répondent pas forcément aux réels besoins et désirs de la personne âgée. Il existe un entre-deux, une alternative, que nous verrons ensuite. Mais avant d'y répondre, attardons-nous aussi sur un autre public, moins visible mais bien présent, qui requiert aussi toute notre attention dans son souhait de vivre une vie autonome et intégrée. D'après les sources de l'INSEE, en France, 12 millions de personnes sont porteuses d'un ou plusieurs handicaps, qu'ils soient moteurs, mentaux, psychiques ou sensoriels. Cela représente 9,6 millions de la population active, soit près d'une personne sur 4. Il est important de noter que plus de 80% de ces handicaps sont invisibles, c'est-à-dire non perçus par les personnes extérieures. Les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap ainsi que leurs familles sont nombreuses. Au-delà des conséquences physiques, mentales et autres qui pèsent sur la personne, le handicap peut constituer un obstacle à la possibilité d'avoir des relations sociales. Ces dernières sont davantage concernées par un sentiment de solitude. La solitude renforce ce sentiment d'exclusion. Ce défaut d'inclusion sociale est en lien avec un manque important de moyens et de logements adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap. Mais les choses vont être amenées à évoluer suite aux nombreuses doléances adressées aux législateurs par de nombreuses associations comme l'UNAPI, l'APF, l'APAGE, pour ne citer que, et les usagers ainsi que leurs familles. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à Cergy et je remercie Monsieur le maire de son accueil avec Madame Cluzel et Monsieur de Normandie pour une visite consacrée à un projet qui nous paraît remarquablement emblématique de, au fond, ce que nous voulons développer et encourager. Ici, nous nous trouvons dans une résidence de 80 logements
qui est totalement axé sur ce qu'on appelle parfois le logement inclusif, c'est-à-dire comment faire en sorte que dans les appartements, dans les immeubles, dans les endroits où nous vivons, nous puissions faire en sorte d'accueillir dans les meilleures conditions les personnes âgées et les plus jeunes, les personnes en situation de handicap et ceux qui ne sont pas en situation de handicap, et comment faire en sorte qu'ils puissent être bien logés et partager quelque chose qui n'est pas simplement le fait de vivre les uns à côté des autres. C'est un projet qui est remarquable et qui a été remarquablement réalisé ici. Et je remercie d'ailleurs tous les résidents de cet immeuble qui nous ont accueillis avec le sourire et avec l'envie de montrer justement ce qu'il y avait, ce qui se passait ici, le petit plus qu'il y avait à travailler sur ce logement inclusif. Et puis c'est ce que nous voulons faire avec évidemment le projet de loi Élan, qui a franchi le cap de la commission mixte paritaire, qui sera proposée à l'adoption définitive de l'Assemblée nationale et du Sénat dans les jours qui viennent. Un logement inclusif avec cette possibilité d'imaginer demain et de faire en sorte que 100% des logements construits soient évolutifs, c'est-à-dire qu'ils puissent être accessibles directement pour ceux qui viennent rendre une visite, à ceux qui habitent à l'intérieur de ces logements, mais qu'on puisse ensuite les modifier dans l'hypothèse où celui qui habite dans l'appartement connaît un accident de la vie, souffre d'un handicap ou vieillit à un point tel qu'il faut modifier les caractéristiques du logement pour faire en sorte qu'il puisse y rester dans de bonnes conditions ou venir s'y installer. 100% de logements évolutifs, 20% de logements adaptés et un souci permanent de l'inclusion, un souci permanent de prendre en compte des évolutions qui sont extrêmement puissantes, même si elles sont lentes, mais extrêmement puissantes dans notre société. Je pense notamment au vieillissement. C'est une des raisons pour laquelle nous allons, par voie réglementaire, dans les mois qui viennent, rendre obligatoire la construction d'ascenseurs dans les immeubles qui sont à partir de 3 étages et plus. Aujourd'hui, c'est 4 étages et plus. Et nous pensons que parce que la société connaît ce vieillissement, parce que nous voulons favoriser l'accessibilité, parce que nous voulons faire en sorte que les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap puissent rester dans leur logement ou trouver facilement un nouveau logement, nous avons choisi de rendre cette nouvelle norme applicable, ce qui nous place d'ailleurs dans la moyenne des pays européens. Nous étions en retard, nous voulons rattraper ce retard, nous voulons faire en sorte, encore une fois, que les logements neufs qui sont construits puissent être toujours pensé, toujours conçu avec ce souci de l'inclusion et ce souci de l'adaptation permanente. Et puis, parce que c'est un sujet extrêmement important, le logement inclusif, nous allons doubler les moyens de l'ANA consacrés à la rénovation des logements existants déjà, parce qu'évidemment le stock de logements existants est considérable. Et nous voulons donc faire en sorte que l'on puisse adapter les logements qui existent déjà, faciliter l'adaptation des logements qui existent déjà. À partir de 2019, nous allons doubler les moyens de l'ANA consacrés à cette rénovation et passer de 50 à 100 millions d'euros. Donc ce qu'on voit ici, c'est un enjeu qui n'est pas forcément spectaculaire, mais qui concerne la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut, comme un de ceux qui nous a accueillis aujourd'hui nous l'a dit, passer à l'autonomie lorsqu'on est une personne en situation de handicap. Vous vivez chez ses parents, et grâce à ce logement, grâce à la structure qui l'entoure, il peut désormais avoir une vie beaucoup plus autonome. Comment est-ce que, alors qu'on est une personne qui vieillit, on peut envisager de rester longtemps dans un appartement qu'on s'est choisi, parce qu'on pense que c'est à cet endroit-là qu'on veut vieillir et que l'ensemble de l'appartement est capable de s'adapter. Et puis aussi peut-être, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que les différentes catégories dans lesquelles on emprisonne trop souvent les Français ne soient pas posées côte à côte, mais puissent trouver ensemble des façons de bien vivre. C'est un enjeu qui est considérable. Cet exemple nous montre que c'est possible. Les dispositions de la loi Élan et les mesures réglementaires et budgétaires que nous sommes en train de prendre montrent la volonté du gouvernement, la volonté de la majorité parlementaire de s'engager sur ce chemin. Le discours de l'ex-premier ministre Édouard Philippe nous permet de mieux cerner la philosophie du projet qui vise à promouvoir et développer ce nouveau modèle social. Permettre à toute personne âgée et ou en situation de handicap de vivre chez soi sans être seule. La France, sur le plan européen, n'est malheureusement pas précurseur, loin de là. Et d'autres pays tels que l'Allemagne et la Belgique ont déjà beaucoup encouragé ce type d'initiative. L'ASBL Habitat et Participation a réalisé un petit film pour présenter de quoi il s'agit aux éventuels futurs résidents. Devenir adulte, une étape et bien souvent un questionnement. Que faire? Où aller? Où vivre? Chacun choisit l'option qui lui parle le plus, le lieu de vie de son choix.
Pour certains d'entre nous, la réponse n'est toutefois pas si facile. Alex est une personne en situation de handicap ou de fragilité psychique, comme on dit. Il a différentes options qui s'ouvrent à lui, mais il ne se retrouve dans aucune d'elles. Alex se questionne. Une alternative retient son attention. Elle est encore en construction. La maison est ouverte sur le quartier. Les habitants portent comme lui un bagage. Cette maison est ce que l'on appelle un habitat inclusif solidaire. Il s'y sent bien. Au sein de la maison, Alex aménage son espace, crée son cocon, sa bulle. Alex peut déposer ici son bagage, tout comme ses colocs. Ensemble, ils partagent des espaces de vie, mais aussi des moments. Ils se retrouvent pour organiser la vie de la coloc, discuter des charges communes ou prévoir des activités. Chacun participe selon ses compétences, ses envies, à son rythme, quand il le souhaite. Alex est accompagné. Professionnels ou proches, ils sont là pour lui en fonction de ses besoins et ses demandes. Administrateurs de biens, soins médicaux ou paramédicaux, aide pour le ménage, les transports, soutien psychologique, Alex est bien entouré. Et surtout, Alex a autour de lui quelques voisins sympas et bienveillants. Une présence solidaire. Avec ses voisins, ils font même un compost au bout de la rue. Alex est heureux au sein de cet habitat inclusif solidaire et de son quartier. Alex et ses colocs ne sont pas les seuls à vivre dans pareille expérience. L'habitat inclusif solidaire, ça marche. Et ce serait une bonne idée dans chaque quartier pour ouvrir cette possibilité à davantage de monde. Habiter ma vie, mon quartier, ma ville, osons le défi, ensemble. Sur un plan théorique, l'habitat inclusif nous paraît réellement séduisant et inspirant dans le modèle social qu'il défend. Nous sommes donc allés sur le terrain à la rencontre de professionnels, de bénévoles, d'usagers qui vivent ce type de projet sur l'agglomération lilloise. Notre première escale nous mène au SAMPAD dans le quartier Saint-Maurice. Comprenez, service d'accompagnement médico-social pour personnes en perte d'autonomie à domicile. Et c'est derrière cette porte au 4e étage de la résidence du Lion d'Or que nous avons pu rencontrer mesdames Malvé et Payen, respectivement coordinatrices et bénévoles, qui ont pris le temps de nous expliquer le projet, leur implication et celle des résidents au quotidien. Je suis donc coordinatrice du SAMPAD, qui est un service d'accompagnement médico-social pour personnes dépendantes à domicile. L'objectif est de maintenir des locataires d'une résidence sociale le plus longtemps possible à domicile et de mettre en place des activités pour éviter l'isolement, développer le lien numérique, les former au numérique, les sensibiliser au numérique, et les faire participer aux animations du quartier. En fait, les faire rencontrer par des partenaires, faire tout ce lien-là pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible à domicile et participer à la vie de quartier. Le groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille est très sensible à ce qui se passe aussi à domicile, puisqu'ils ont créé des services pour les personnes en situation de handicap. Je pense notamment à Humanicité. Il y a donc le SAMSA, l'Esprat de chute, enfin il y a un tas de services, si vous voulez, qui fait le lien avec les personnes vivant à domicile. Et ils ont souhaité aussi donc participer aux difficultés que rencontrent les personnes à faibles ressources. Donc c'était pour eux une expérimentation qui complète ce qu'ils ont déjà mis en place en fait. C'était un autre type d'expérimentation.
Voilà, donc il y a eu quand même une étude sur le quartier, c'est quand même un projet, l'étude date de 2012-2013, vous voyez, voilà. Les partenaires ont participé, les locataires de la résidence ont participé, les professionnels aussi. Je dirais donc qu'il y a quand même une étude de terrain avant cette mise en place. Voilà. Et puis, comme LMH, Lille Métropole Habitat, en fait, est un de leurs partenaires, que Lille Métropole Habitat souhaitait justement s'interroger sur le maintien à domicile de leur public qui vieillit. Voilà. Donc, c'était l'opportunité pour les deux partenaires d'essayer de mettre en place quelque chose qui puisse maintenir les locataires le plus longtemps possible à domicile. Voilà. Donc nous travaillons également avec un autre partenaire du domicile, comme c'est une expérimentation, qui est le Spasat Doma Santé et la maison de l'aide à domicile. Voilà. Alors le projet est pour 10 locataires. Actuellement, il y a 5 locataires dans le service, donc il reste 5 entrées, sachant que nous dépendons en fait des logements qui se libèrent. Nous travaillons donc avec un bailleur social qui est Lille Métropole Habitat, qui aménage des appartements qui se libèrent, type 1, type 2, et au fur et à mesure que ces appartements se libèrent, nous présentons des dossiers en commission d'attribution du logement, et c'est cette commission qui décide à qui elle attribue le logement qui s'est libéré. D'accord ? Donc en fait, une personne qui serait intéressée pour entrer dans le dispositif, nous la rencontrons en équipe, c'est-à-dire une personne de chez LMH qui est la conseillère en économie sociale, et l'infirmier coordinateur du Spasat Doma Santé. Nous rencontrons en fait les personnes susceptibles d'être intéressées par l'entrée au SAMPAD en équipe à domicile. Alors il y a bien sûr des critères, il faut avoir 60 ans, il faut avoir l'APA, GIR 3 et 4, il faut pouvoir en fait être dans un logement social, donc ça dépend des ressources. Et il faut surtout avoir l'envie de participer, de faire du lien social et de participer à des animations collectives. Le fait de vouloir entrer dans le SAMPAD pour avoir un appartement aménagé n'est pas un critère suffisant. En fait, c'est vraiment l'envie de faire du lien, l'envie de participer à la vie de quartier. Alors, ils le maintiennent déjà entre eux, en fait. Le fait de savoir qu'ils sont à plusieurs, le fait d'avoir fait connaissance, déjà ils se sentent en sécurité, ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls dans le bâtiment. Et puis, je dirais que je suis à l'affût de ce que font les partenaires au niveau des animations, de manière à pouvoir faire du lien, à pouvoir partager avec eux, et pouvoir mettre en place en fait une sortie éventuelle. Alors, pas forcément dans le cadre du SAMPAD, ils peuvent très bien demander en fait à des bénévoles ou à des amis de les conduire quelque part, c'est tout à fait possible. Maintenant, avec le contexte sanitaire, vous vous rendez bien compte que depuis quelques mois tout est à l'arrêt et que pour faire du lien social, c'est un peu compliqué. L'objectif, c'est de les mettre acteurs. En fait, nous pouvons mettre un tas de choses en place. Si le locataire ne le souhaite pas, il ne le fera pas. Donc, en fait, nous avons appris à nous connaître et nous avons eu plusieurs échanges de manière à savoir ce qui les intéressait et ce qu'ils pouvaient faire aussi, parce que entre l'objectif du projet, en fait, ce que nous avions l'intention de mettre en place et la réalité du terrain, c'est tout à fait différent. Après, nous faisons en fait avec les problèmes de santé des uns des autres et nous avons dû nous adapter. Voilà, nous sommes amenés à nous adapter au niveau des animations parce que les uns les autres rencontrent des problèmes de santé différents
Et donc c'est toute la difficulté pour les aides à domicile qui les accompagnent, de ne laisser personne de côté, d'essayer de trouver des animations qui plaisent à tout le monde et de faire un roulement, puisque effectivement ça ne plaît pas toujours forcément à tous les locataires. Donc elles sont très sensibles à ce que les locataires font remonter pour pouvoir répondre en fait à leurs besoins. Et je dirais qu'il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, c'est que nous avons la chance d'avoir une bénévole qui participe beaucoup en fait à ces animations, qui apporte beaucoup d'idées. Et je dirais que c'est très riche. Voilà. S'il n'y avait que les salariés, ce ne serait peut-être pas évident. Voilà, pour ces salariés, le fait qu'il y ait une tierce personne, c'est tout de suite beaucoup plus vivant. Voilà, hein, c'est un autre parcours, c'est du bénévolat, c'est une autre richesse et vraiment au niveau des locataires, ça apporte beaucoup. Et ça apporte beaucoup aussi parce que nous sommes amenés à faire des animations une fois par semaine, mais en dehors de ça, le locataire est tout seul chez lui. Et donc après, il y a toute la semaine. Et le fait d'avoir une personne qui fasse du bénévolat, c'est quelqu'un qui va rendre visite à domicile entre deux. Moi, j'y passe aussi une fois par semaine entre deux également, de manière à ce qu'ils aient quelqu'un une bonne partie de la semaine, au maximum. Mais c'est encore peu, je dirais, actuellement, parce que toutes les activités sont arrêtées et qu'ils ne peuvent pas ou recevoir ou participer à des activités de quartier comme ils l'auraient souhaité. Donc voilà, c'est quand même pas facile et c'est un public que nous n'avons pas encore pu bien sensibiliser au numérique. Voilà, ce qui fait que bon, c'est l'objectif du début d'année. Après, on verra ce que ça pourra donner. C'est un compromis dans la mesure où les personnes ne souhaitent pas rentrer à l'EHPAD, voilà, pour diverses raisons. Ça peut être une question financière, ça peut être parce qu'ils souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile, parce qu'il y a aussi dans les locataires du SAMPAD des personnes encore autonomes, qui se promènent beaucoup, voilà, et qui ne se voient pas du tout dans un EHPAD. Donc oui, c'est un bel intermédiaire parce qu'ils ne sont pas dans la nature. C'est vrai qu'il y a une coordination, quelqu'un qui est vigilant aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, quelqu'un qui interpelle éventuellement les partenaires. Donc tout ce travail de partenariat, de réseau a toute son importance en fait. Et puis ça les rassure en fait. Là je vois bien que certains attendent ma venue, ils savent que je passe un jour fixe, dans la mesure du possible, et ils me contactent régulièrement pour certains. Voilà, je peux avoir des appels tous les jours d'une personne, d'autres m'appelleront moins. Voilà, c'est un genre de sécurité en fait pour eux. Voilà. Et le fait d'être dans un bâtiment accessible à tous, voilà, ils ne sont pas logés tous dans une même résidence comme dans un EHPAD. Voilà. Ils voient des enfants en sortant, ils voient des gens qui travaillent, ils sont dans la vie de quartier tout simplement. Bon, voilà, je suis arrivée ici à Lille en juillet 2019, fin juillet 2019. Après des services un peu partout à travers le monde. Mon souhait était de venir dans le Nord parce que je sais qu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de... Je voulais être au milieu de ces gens-là pour pouvoir leur apporter quelque chose, un peu de joie. Ils ont besoin. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Bernadette, qui avait un projet qui m'enthousiasmait. Donc, je me suis engagée là-dedans, quoi. D'accord. Ce que je fais avec les résidents, c'est d'être le plus possible présent quand ils ont besoin. Donc, visite à domicile, la compagnie, répondre à... Ils ont un problème avec leur télé ou un problème avec
avec savoir les rassurer, les apaiser, puis rigoler avec eux. Facilement, ils ont mon numéro de téléphone, donc quand ils ont un besoin particulier, ne serait-ce que ils veulent s'absenter, il y en a une, elle veut s'absenter, elle a un chat, elle ne peut pas l'emmener, il faut que je m'occupe du chat pendant qu'elle est absente, ou une autre, il lui manque des médicaments, elle ne peut pas y aller, bon, c'est tout. Elle passe un petit coup de fil. Ah oui, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que ils ont hâte de se retrouver déjà. Hein. Et puis, ils sont de plus en plus intéressés. Il y a eu tout un changement. Les premières animations auxquelles j'ai participé, on avait des gens qui voulaient pas faire, on faisait des exercices de mémoire, des exercices d'attention, tout ça, parce que c'est important pour eux de découvrir qu'ils sont encore capables de faire quelque chose. Hein. Oui. Donc, au début, il y en avait qui disent « mais non, moi, c'est fini, je ne peux plus faire ça, je peux plus faire ça ». Puis finalement, maintenant, ils s'intéressent et ils demandent. Donc, et la joie, ce qui est très beau, c'est de voir la joie quand ils arrivent à trouver quelque chose. Ils ne sont pas finis, hein. Il y a encore quelque chose qui marche. Parce qu'au début, il y en a une, elle disait « mon cerveau, il est mort, c'est fini ». C'est terrible d'entendre ça, hein, parce que ce n'est pas vrai. Beaucoup d'activités de mémoire, d'observation, de déduction, de recherche, hein, où ils sont. Alors, quand c'est collectif, c'est intéressant parce que ils sont plusieurs et puis c'est à celui qui va trouver le premier. Oui, il y a une émulation qui est faite. Donc, les sorties, on n'en a pas fait beaucoup parce que on a été bloqué avec le Covid. Hein. Sinon, sortir dans le quartier aussi, c'est toute une découverte pour eux. Il n'y en a qu'une qui est du quartier, en fait, Madame Van de Voir. Les autres ne sont pas du quartier. Donc, elles aiment bien découvrir les commerces environnants, l'église, oui, la mairie. Hein. Donc, beaucoup de jeux. C'est sous forme de jeu, mais au début, bon, hein, les premières fois, sous forme de jeu, ça semble, pour une personne âgée, ça semble un petit peu bizarre. Puis après, elles s'y mettent et elles découvrent que c'est intéressant. Parce que les jeux, en général, développent, il n'y a pas de jeu bête, hein, ça développe quelque chose au niveau intellectuel, au niveau attention. Cette première rencontre riche en enseignements nous a donné envie de poursuivre nos investigations sur le terrain et de voir par nous-mêmes comment l'habitat inclusif se traduisait avec des personnes porteuses d'un handicap psychique. Nous avons fait cap sur une sympathique colloque qui se situe en plein cœur du quartier Moulin, où l'association Ensemble Autrement œuvre au quotidien pour les aider à acquérir davantage d'autonomie dans leurs activités de la vie quotidienne et ainsi s'insérer dans la société. Madame Gontier, Laurence, Caroline nous font part de leur vécu, leur mission, leurs espoirs. Alors moi je m'appelle Deleury Caroline, je suis âgée de 43 ans et j'ai 2 enfants. Je suis ici depuis le 5 février 2020. C'est qu'on est à plusieurs et c'est plus convivial de manger à plusieurs par exemple que d'être toute seule chez soi.
Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des animations. On a des jeux de société, comme le Monopoly ou le No Panic ou le puissance 4. Et on s'amuserait bien comme ça. Ce qui me plaît moins, c'est qu'on n'a pas droit à l'alcool et à la drogue. Ah. Oui, j'imagine. Ça doit pas être... Ouais, en effet, il y a des règles à respecter. Oui. On a un planning avec toutes les tâches. Et exemple, pour laver le salon, c'est un tel, faire la cuisine, c'est un tel, premier étage, c'est un tel, les toilettes et vice-versa. Chaque partie de la maison est à faire par une personne. Et ça change tous les jours. Parce que seule, c'était plus possible. J'y arrivais plus toute seule à faire le ménage et la cuisine toute seule. Donc, par avant, je suis passée par des associations comme des cures, style, je peux dire, allez-y, style Marie Savoie au Caton-Cambrésis, où il y a de la musculation, il y a de la balnéo, il y a de la fitness, il y a de la marche, il y a des activités manuelles, style perles, il y a des activités écriture, raconter un moment de sa vie. Et là-bas, c'était vraiment entraînant parce que je savais que j'allais atterrir sur quelque chose comme ici. Ici, c'est beaucoup plus convivial. J'ai un suivi psychiatre au G13 à Lucien Bonafé à la rue de la Noix à Roubaix jusqu'au mois d'avril. Après le mois d'avril, je vais être suivie par le G24 qui est à Saint-Maurice, pas le voisin. Et en attendant, j'ai des infirmiers du G13 qui viennent me voir de temps en temps. Bonjour, donc moi je m'appelle Caroline Gontier, je suis coordinatrice sociale des habitats partagés à l'association Ensemble Autrement depuis un peu plus de 5 ans. Alors ma mission c'est d'être présente pour les habitants au niveau de leurs projets. On est là parce qu'on est 3 coordinatrices maintenant. On est là de leur entrée jusqu'à leur projet si ils en ont un de départ. On est là aussi sur le partenariat parce qu'il y a un gros travail au niveau du partenariat. On est là aussi sur tout ce qui est administratif parce qu'il y a un gros travail aussi au niveau administratif. En fait, les missions au niveau de la coordination sont très très variées. Après, il y a un travail aussi au niveau, ça peut être de la gestion de conflits, la régulation des habitats au quotidien. C'est en fait un petit peu à la demande au niveau de l'accompagnement de l'habitat. Les habitats sont nés d'un constat qu'on a pu faire au niveau de l'association. C'était un déficit de solutions de logement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'association, à la base, c'est un service à la personne. L'association existe depuis 1997.
Au départ, on s'est rendu compte, que ce soit au niveau du service à la personne ou du SAVS, qu'on avait des personnes qui étaient soit à domicile mais avec un manque d'accompagnement, donc en difficulté, soit elles se faisaient squatter ou soit elles n'arrivaient pas à vivre correctement dans leur logement. Et on avait aussi des partenaires qui nous remontaient que des personnes vivaient en institution, mais ne pouvaient pas retourner à domicile parce que ça serait un échec. Parce qu'on revient toujours à la même chose, toujours avec un manque d'accompagnement. Donc en fait, on a réfléchi pendant quelques années à qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans le parcours résidentiel des personnes en solution alternative. Donc c'est pour ça qu'on a créé les habitats, où ça s'inscrit vraiment entre les deux, entre tout ce que vous pouvez trouver dans les institutions au niveau psy, les hôpitaux, etc. Et vraiment le logement autonome individuel avec un simple accompagnement. Alors, il y a déjà le financement propre des habitants, c'est-à-dire qu'on est sur du droit commun, donc les habitants payent leur loyer, les charges du logement. Après, l'accompagnement quotidien des intervenants à domicile, c'est financé par la PCH, parce qu'on demande à chaque habitant de venir avec 1 heure de PCH par jour et par personne. Ça, c'est la PCH qu'on met en commun pour que les intervenants puissent venir, en fonction des habitats, entre 7 et 8 heures par jour, 365 jours par an, pour les stimuler sur les actes de la vie quotidienne. Donc ça, c'est financé par la MDPH via la PCH. Et après, il y a la coordination qui est financée par le département et par l'ARS. Alors, les habitants sont au centre, c'est nous qui nous adaptons à eux, pas l'inverse. Comme je le dis tout le temps, c'est eux qui sont chez eux. Les intervenants, les coordinatrices doivent s'adapter. Dès le départ, parce que des fois on a des candidatures qui sont portées, que ce soit par la famille, que ce soit par les CMP, que ce soit par les curateurs. Moi, si j'ai pas l'adhésion de la personne, c'est non. Tant que la personne ne me dit pas « moi je veux emménager dans un habitat », il n'y a personne qui emménagera dans l'habitat. Il faut que ce soit la personne qui porte son projet, et même après dans l'habitat, on n'essaye pas, on respecte toujours leur choix. On leur demande leur avis, de toute façon c'est eux, même au niveau des menus, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent manger. On essaye bien sûr après de travailler avec eux sur l'éducatif, si on voit qu'il y a 5 fois des frites sur la semaine, bien sûr c'est un travail qu'on fait avec eux. Quand il y a des conflits, c'est un travail qu'on fait avec eux, on les accompagne, on les oriente. C'est ça notre travail, c'est sur l'éducatif. Mais en tout cas, c'est eux qui sont au centre de tout. Si demain, il y en a un qui veut, par exemple, mettre un cadre 4x3, pourquoi pas, si tous les autres sont d'accord. Mais on n'oublie jamais qu'eux sont chez eux. C'est pas nous, quand on rentre, on n'oublie pas qu'ils sont chez eux, c'est pas nous qui commençons. C'est pour ça que là, vous veniez, je leur ai demandé. Là, pour Noël, il y a une habitante dans un habitat qui va être toute seule. Je lui ai proposé pourquoi pas de venir dans un autre habitat, donc elle avait envie de venir ici. Je leur ai demandé, je leur ai dit écoutez, alors ils ont tous adhéré à l'idée en me disant oui, il est hors de question de la laisser toute seule pour le jour de Noël et tout ça, et ça leur a même fait plaisir au niveau de l'idée parce qu'ils se sont dit à l'inverse, on aurait aussi pensé à moi, on m'aurait pas laissé toute seule, mais bien sûr qu'on leur impose jamais rien. On n'oublie pas qu'ils sont chez eux. Alors, on va toujours avant rencontrer les voisins pour leur expliquer ce qui va arriver, entre guillemets, à côté de chez eux, qui va emménager, même si, comme vous l'avez pu le voir, il n'y a aucun moment des affiches 4x3 ensemble autrement. Ils ont eu, alors,
pas ici parce que c'est pas encore tout à fait fini au niveau des travaux, mais il y aura une sonnette par la suite avec leur nom à eux. La boîte aux lettres, c'est avec leur nom à eux, comme chez vous, chez moi. Mais on va quand même rencontrer les voisins parce que on a des voitures en plus au niveau des salariés avec pour le coup de l'affichage ensemble autrement. Donc si quotidiennement ils voient ces voitures, qu'ils soient quand même au courant. Après il y a aussi parfois aussi des comportements qui peuvent poser question, on en est conscient. Donc on leur explique. Au départ, on a parfois quelques réticences. Sur cet habitat, par exemple, il y a eu des craintes au niveau de l'école, juste à côté, parce qu'il y a une école, parce qu'il y a des enfants, enfin on peut entendre, des parents. Beaucoup de questions, des fois des peurs, on a eu des fois des plaintes, entre guillemets, qui sont résorbées sur le fil du temps. Ça n'a jamais été plus loin. Sur quelques habitats, à un moment, c'était tout ce qui se passait, ça venait forcément de l'habitat. S'il y avait du bruit, ça venait forcément de l'habitat. À savoir que le soir, généralement, à 20h, tout le monde dort, mais ça venait forcément de là. Et puis au fil du temps, tout le monde apprend à vivre ensemble. On a même des habitats où les voisins viennent leur porter des gâteaux. Du coup, on a organisé la fête des voisins aussi pour calmer un petit peu tout ça, les craintes, etc. On organise ce genre d'événements pour justement que tout le monde apprenne à se connaître. Et on se rend compte au fil des mois et des années que toutes les craintes se résorbent. Parce que je pense que tout le monde se rend compte que c'est la méconnaissance. C'est les médias, c'est tout ça. Où je pense que moi, quand j'avais 10 ans, j'avais les mêmes craintes. Parce que je ne connaissais pas et je voyais que ce qui se passait à la télé. Parce qu'on parle toujours de ce qui ne va pas. Et c'est comme tout, quand on ne connaît pas, on a peur. Justement, au niveau du suivi aussi du projet des personnes et des besoins, on se rencontre avec les secteurs psy, avec les curateurs aussi. Donc il y a une synthèse une fois par an. Alors déjà à l'entrée, un mois après, on fait un premier point pour voir comment l'emménagement s'est passé. 6 mois après et après tous les ans. Après, ça peut être aussi en fonction des besoins et des demandes des habitants. Des fois, si on voit que la situation est un petit peu plus compliquée ou si l'habitant nous demande aussi pour son projet, on peut se rencontrer. Donc là, c'est vraiment en fonction des besoins et des demandes de chacun. Mais au minimum, une fois par an, il y a une synthèse qui est effectuée. Ouais. Okay, très bien. Bonjour, je m'appelle Laurence, je travaille à l'association Ensemble Autrement depuis 15 ans. J'ai été longtemps sur le service à la personne et depuis à peu près 3-4 ans maintenant, je suis dans les habitats partagés. Tout ce qui est c'est beaucoup de stimulation, donc il y a toujours cette partie stimulation pour la toilette, le bien-être de chacun. Après, tout ce qui est alimentation, donc les courses, faire les menus, les repas. Et il y a aussi tout ce qui est accompagnement, donc ça va des accompagnements loisirs aux accompagnements médicaux ou autres, qui en fonction des besoins de chacun. Oui, de pouvoir les aider au quotidien dans leurs demandes à eux, mais aussi parfois dans la gestion de la vie commune, ce qui n'est pas toujours évident non plus, parce que c'est pas, ça reste de la vie commune, donc il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles au niveau entente, au niveau bien-être aussi, mais on est là justement pour essayer de leur apporter notre contribution pour qu'ils se sentent le mieux possible dans les habitats. Effectivement, quand on est ici dans les habitats partagés, ça permet aussi de travailler d'une autre façon, un peu plus, on va dire, un peu plus doucement pour moi, dans le sens que on n'est pas tout le temps obligé
de regarder l'heure en se disant, bon, vite, vite, on peut aider les personnes et même soi-même travailler avec un peu plus de temps en fonction de la journée, parce qu'on arrive quelquefois, ils ne sont pas bien, donc on travaille, disons, avec un rythme plus doux. Pour moi, parce que changer toutes les heures, parfois, c'est aussi contraignant, dans le sens que vous avez la circulation, il y a toutes ces choses-là. Qu'ici, ça permet, même si c'est pas toujours facile du fait qu'ils sont nombreux, mais justement, c'est essayer de créer, on va dire, je parlais d'osmose, quelque chose pour qu'ils s'y sentent bien. Et ça permet, justement, on peut aussi faire attention d'être là pour chacun, mais passer justement un peu plus de temps avec une des personnes si le besoin s'en fait ressentir. Pour la plupart des personnes, les résidents des habitats, ils étaient seuls, on va dire, avant. Le fait d'intégrer les habitats partagés leur permet justement de casser cette solitude, bien qu'ils aient chacun leur appartement pour pouvoir s'isoler quand ils en ont besoin, comme tout le monde. Mais on s'est rendu compte aussi que justement quand on les quitte le soir, ils restent ensemble, ils créent, je pense, regarder la télévision ensemble, pouvoir échanger sur des choses. Et c'est vrai que quand vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas. Que là, justement, ça permet ce genre de situation. Et on s'est rendu compte aussi, quand il y a parfois des petits incidents, qui sont capables d'aller aider la personne qui a un souci, ou même nous interpeller, surtout les coordinatrices quand c'est le soir. Mais c'est quelque chose de formidable, parce que justement, ça casse cette solitude entre parenthèses. Après avoir rencontré sur le terrain différentes associations qui incarnent ce projet d'habitat inclusif, nous avions envie d'échanger avec un spécialiste sur la question, le sociologue M. Charlot. Donc Jean-Luc Charlot, sociologue. Actuellement, je suis coordinateur d'un réseau qui s'appelle le GIP. Le GIP, c'est un vieux réseau qui est né dans les années 60 d'associations autour du handicap, et historiquement autour du handicap physique. C'est né, je crois, en 64 à Nancy, du fait qu'un certain nombre d'étudiants ne pouvaient pas accéder à l'université facilement. Et donc, ils ont inventé une formule d'habitat. Vous voyez, ça date déjà. Par rapport à notre question et à vos questions et à vos interrogations. Ils ont inventé une formule d'habitat, ils ont inventé des moyens de transport en bricolant, en faisant bricoler en tout cas des petits véhicules. Et donc maintenant, aujourd'hui, il y a 13 entités locales ou plus régionales qui composent ce réseau. Et puis, pendant quelques années, j'ai dirigé la Fabrique Autonomie Habitat, qui était une association qui faisait trois choses, qui fait toujours trois choses d'ailleurs, mais qui faisait trois choses. La première, c'était de construire des solutions d'habitat, notamment pour les personnes ayant des capacités motrices majeures. C'est des résidences qu'on appelle peut-être, qui sont connues sous le nom de petits hameaux. Donc ça, c'était une première chose. Donc ça veut dire qu'on était maître d'ouvrage, on a fabriqué véritablement. Moi, j'ai été maître d'ouvrage d'immeubles qu'on a réalisé et qu'on a vendu ensuite à des bailleurs sociaux qui donc les gèrent depuis. Et donc la particularité de ces immeubles, c'était d'avoir quelques logements destinés à des personnes en situation de handicap physique ayant des grandes dépendances. Donc des logements le plus adaptés possible, le plus équipés possible, etc., etc. Et puis avec donc dans un immeuble ordinaire de logement social, et puis avec un service, une permanence 24 heures sur 24
c'est-à-dire en gros une auxiliaire de vie qui est présente 24 heures sur 24, par roulement évidemment, ça vous le savez, vous comprenez évidemment, c'est pas la même, qui avait deux fonctions, qui a une première fonction qui est de sécuriser la vie de domicile. Si j'arrive à faire quelque chose, s'il m'arrive quelque chose, je sais qu'il y a quelqu'un que je peux appeler qui va venir. Et puis deux, qui permet aussi de soulager tous les petits gestes de la vie quotidienne qui ne sont pas soulagés habituellement quand on est seul et qui font qu'une vie, tout d'un coup, elle n'a pas besoin d'être programmée. Vous savez, c'est mon manteau, oui, bien sûr, pas de problème, ça dure 5 minutes. Et puis, de la même façon, si je veux rentrer le soir, on sait qu'en gros, dans les villes, après 20h, 21h, c'est difficile d'avoir des auxiliaires de vie qui vont nous aider à faire le coucher. Et donc, ça veut dire que je suis obligé de me coucher à 20h, 21h. Là, par contre, si j'ai des copains qui viennent manger, si moi-même je suis sorti, alors pas en ce moment trop, mais parce qu'après 20h, c'est difficile, mais en temps ordinaire, on va dire, voilà, je suis sorti, j'étais n'importe où, peu importe, voilà, ce que la vie m'amène à faire. Et donc, il y a quelqu'un qui sera là et qui pourra m'aider à me coucher. Voilà, donc on a animé un groupe de travail très tôt, en 2014, on a publié pas mal de choses. On a ensuite accompagné le montage de l'Observatoire national de l'habitat inclusif. Toute la politique publique depuis 2016, on a accompagné en tout cas la première partie. On est un peu en désaccord avec elle depuis, donc on l'accompagne beaucoup moins. Et puis on a accompagné des départements aussi. Alors le Loiret, la Loire-Atlantique, on a travaillé avec la métropole de Lyon aussi, sur la question de comment une collectivité, quelle politique publique pour favoriser l'émergence de solutions d'habitat pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Et puis moi, par ailleurs, j'ai eu pas mal publié d'articles, de bouquins, etc. sur cette question-là ou autour de cette question-là depuis. Voilà. Donc les logements API, donc c'est la nouvelle dénomination proposée par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom. Donc historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un groupe de travail qui s'est réuni il y a presque 2 ans maintenant, qui a produit un manifeste sur l'habitat inclusif, qui essayait de définir les conditions, alors pas très loin des conditions que je suis en train de vous développer. Il y a des choses dans le rapport Piveteau qui viennent de Piveteau-Wolfrom, il y a des choses qui viennent de ce groupe de travail. Et donc, il y avait un truc qu'on a défendu à l'intérieur de ça, c'était de dire, voilà, sur certains modes d'habitat, il y a besoin effectivement de financement complémentaire, etc. Et donc, il faudrait ouvrir un droit individuel aux personnes qui pourraient mobiliser une sorte d'appel complémentaire finalement, APL pour un mode de vie d'habitat, parce qu'il y a des fonctions à financer. Et ce serait un droit individuel que la personne pourrait mobiliser si elle le souhaite en fonction du mode d'habitat qu'elle aurait choisi. Et donc ça, c'est devenu l'aide à la vie partagée, quoi. Donc, il y a eu une dérive de cette... Denis partageait cette idée-là. Je dis Denis parce que on se connaît bien, etc. On est en désaccord complètement sur un certain nombre de points, mais on se connaît bien. Et voilà. Et donc, donc il a repris ça dans son affaire, mais surtout, le problème, c'est qu'il l'a repris dans une logique qui était une logique de vie sociale et partagée, quoi. Et quand on regarde pourquoi il a pris ça dans cette logique de vie sociale et partagée, c'est parce que quand on lit le rapport précisément, c'est qu'en fait, c'est toujours une histoire d'imaginaire et de représentation. Hein. L'imaginaire et la représentation qu'il partage, c'est celle d'une... Alors, c'est même écrit vraiment précis, c'est écrit vraiment, c'est celle d'une vie qui serait de solidarité de type familial. Bon, sauf que on ne peut pas l'établir comme une norme, parce que c'est ce qui se passe en fait. On l'établit comme une norme, et c'est ça le fond de l'affaire, comme une norme de voilà. Et en plus, quand on va monter une solution de ce type-là, d'un logement API, c'est-à-dire c'est quoi un logement API? C'est il y a un chez-soi. Donc là, il a retenu beaucoup de choses du chez-soi et voilà, il y a même voilà, il a repiqué des phrases que j'ai pu écrire aussi là. Donc, je suis d'accord sur le chez-soi.
hein, le chez-soi comme un espace d'intimité, comme un espace clos sur lequel c'est moi qui décide qui rentre chez moi, qui ne peut pas y rentrer, et puis dans lequel je peux programmer mon temps comme je souhaite. Un chez-soi pour tous, on en a tous besoin. Enfin, moi, je pense que ça, pour le coup, c'est assez fondamental, quelle que soit après la forme de famille qu'on fait, ou qu'on ne fasse pas de famille. On a besoin d'un chez-soi, c'est au sens là, ça c'est une évidence. Et puis il y a des espaces communs, et puis il y a une vie, des temps partagés, quoi. Bon, là-dedans, je ne sais pas comment X personnes, dont on ne sait pas comment elles vont être choisies ou pas choisies, cooptées ou pas cooptées, comment elles vont décider, à partir de quoi elles vont décider d'aller dans ce mode de vie-là qu'on leur propose. Comment ça fait une solidarité, quoi, a priori. Peut-être on peut réguler la vie collective, bien sûr, comme on régule la vie collective dans d'autres espaces. Est-ce que ça fait solidarité a priori? Non, c'est pas là-dessus qu'on fait solidarité. Pour faire solidarité, grosso modo, il faut quand même plutôt se choisir. Et deux, il faut avoir une cause commune, quoi. Et vivre ensemble, c'est pas une cause commune. C'est un lieu dans lequel on vit, mais c'est pas une cause commune. Voilà, donc c'est tout le monde vit ensemble dans une forme communautaire. Ce qui pour moi, est pas. J'ai pas de réticence a priori par rapport à ça, à partir du moment où les gens ont décidé de vivre en communauté. Il y a plein dans l'histoire, il y a plein de moments, il y a des moments où voilà, après 68, beaucoup de gens sont partis vivre en communauté, par exemple. Donc c'est un mode de vie possible. Voilà. La question, c'est et donc les habitats partagés, c'est soit ça, soit voilà, on a un mini. Moi, j'ai accompagné des projets aussi comme ça. Je pense à Rennes, par exemple, à une micro-résidence qui vient de me relancer pour qu'on en fasse un peu le bilan avec les habitants. Mais voilà, des personnes avec trisomie, ayant chacun un appartement, un micro-studio, et puis avec des parties communes qui pouvaient partager, etc. Bon. Donc ça peut être ça aussi, voilà, etc. Mais ça, c'est un mode de vie. Tout le monde n'a pas envie de vivre, d'avoir ce mode de vie-là. Je ne sais pas si vous avez envie d'avoir ce mode de vie-là. Il faut toujours se poser la question de nous, qu'est-ce qu'on a envie comme mode de vie. On s'aperçoit qu'en plus, cette envie et ce choix, il dépend de besoins. On peut mettre en commun un certain nombre de choses, etc. Il y a des gens qui n'ont ni dépendance, ni situation de handicap, etc., qui font ce qu'on appelle l'habitat participatif aujourd'hui, qui réfléchissent à des projets où ils mettent en commun des moyens ensemble, des lieux. Voilà, bon, ça existe aussi. Donc, voilà. Et puis, ça change en fonction aussi du moment de sa vie. Mais je ne vois pas pourquoi les personnes handicapées ou les vieux, il faudrait qu'ils vivent ensemble, quoi, a priori, forcément. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais ça, alors là, on renvoie à notre imaginaire, comment il a été construit par des politiques publiques de prise en compte et de prise en compte des personnes avec ces situations-là. Et grosso modo, il se trouve qu'en France, on a beaucoup fait de la mise ensemble, de la mise en commun, de l'être ensemble. Mais on aurait pu tout à fait imaginer que d'autres modes de vie, et notamment si on interroge les personnes. Et on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de mettre en commun quoi que ce soit avec d'autres. Donc la question, c'est ça. Et donc il faut recentrer, à mon sens, la question sur comment on travaille avec chacune des personnes et leurs besoins, parce qu'il y a des besoins donc spécifiques. Là, on parle bien à un moment donné, forcément, il y a de la dépendance où il y a la nécessité d'avoir un étayage, un appui, un accompagnement, etc. Bon, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire, ou qu'on ne peut pas, ou qu'on n'a jamais pu faire si on est en situation de handicap lié à des pathologies de naissance. Mais voilà, donc il faut interroger les gens et travailler avec eux pour voir un peu quels sont leurs besoins, mais aussi leurs aspirations, qu'est-ce qu'ils ont envie de, voilà, comment ils ont envie de vivre. Et les aspirations, c'est où on a envie de vivre, comment on a envie de vivre, quel mode de vie on a. Et donc ça, il faut le travailler. Et donc c'est ce qu'on peut faire localement sur un projet, etc. Mais ce qu'il faudrait arriver à faire sur des territoires.
on qualifie avec les gens, on les aide à qualifier leurs besoins et leurs aspirations. C'est un travail. Et c'est collectif, c'est nécessairement collectif. Et donc, c'est forcément du collectif parce que c'est le collectif aussi. Parce qu'on n'a pas. Si on pose d'emblée la question à n'importe qui, c'est quoi tes besoins et tes aspirations d'habitat, comme ça, c'est pas si simple. Hein, on n'a pas réfléchi. Voilà. Donc, il faut le travailler et puis le travailler à plusieurs. L'avantage du collectif, c'est que ça permet de cette interaction et que le fait que moi, je dise à un moment donné, bah, tiens, c'est ça, moi l'habitat, pour moi, c'est ça, en termes d'environnement, en termes de j'ai besoin de ça à l'intérieur, etc., j'aurais besoin de ça d'accompagnement, etc. Ça permet à une personne qui est dans le groupe de dire, ah oui, ça va permettre, en gros, c'est de la réflexion collective, quoi. Ça permet moi aussi de me faire réfléchir, bah, pourquoi il dit ça, il dit de telle façon, moi non, moi, je ne sais pas du tout ça, moi. Ah ouais, au contraire, c'est pas con, etc. Vous voyez. Donc c'est vraiment sous forme d'atelier comme ça qu'il faut collectivement qu'il faut l'imaginer. Je dis ça parce que voilà, c'est pas le questionnaire individuel qui est quand même une pratique courante. On apprend plus de choses en lisant un questionnaire sur la personne qui a fait le questionnaire qu'on en apprendra que sur la personne qui va répondre. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est ça qui nous manque. Et c'est ça dont on a besoin et dont les gens ont besoin aussi pour affiner leur perception, leur opinion, leur certitude, etc. C'est aussi parce que dans la rencontre avec les autres et dans l'échange avec les autres sur un thème qu'on arrive à avancer comme ça. On avait mis en place, donc on a mis tout un travail, il fallait travailler avec alors d'abord avec toutes les équipes du conseil départemental, parce que les élus, etc., pour qu'ils travaillent sur cet imaginaire-là, parce que c'est en fait un imaginaire et des représentations qu'il faut transformer pour s'ouvrir aux choses. L'idée, c'était de se dire, voilà, on va monter des ateliers ouverts aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, et avec elles, on va travailler sur leurs besoins, leurs aspirations. Mais travailler, c'est-à-dire pas leur faire un questionnaire et leur demander, vraiment travailler avec elles, etc., en collectif, en groupe, sur le long terme. Donc on a une méthode de prête. En gros, c'est faire une construction, ça renvoie à des logiques qui ne viennent pas de l'habitat, qui viennent d'autres types de trucs, qu'on a déjà expérimenté sur des services, par exemple, d'économie solidaire. C'est ce qu'on appelle la construction conjointe de l'offre et de la demande. Et donc, il faut mettre autour de la table des promoteurs, des archis, des gens comme ça, le département évidemment, et puis les personnes viennent et on travaille avec elles, et petit à petit, on arrive à dessiner des premières formes de ce que pourrait être les besoins et les aspirations des gens qu'on transforme en quelle qualité devrait avoir l'habitat qu'on souhaite demain. Et une fois qu'on a ça, on peut programmer. Il y a des documents de programmation sur les territoires, les plans locaux d'habitat, etc. On peut programmer comme on le fait pour d'autres choses déjà. Mais sauf que ça, c'est les populations qui... Alors, les personnes âgées, on commence un peu à le faire beaucoup plus que pour les personnes en situation de handicap. Mais voilà. Et donc, on peut programmer, et donc on se donne 5 ans, et sur 5 ans, on peut faire naître un certain nombre de projets, ou en tout cas, on peut recevoir des initiatives qui arrivent et qui rentrent dans les clous. Et on a plusieurs modes de vie proposés. Et ça, avoir plusieurs modes de vie proposés sur un territoire, c'est une des conditions du choix, du libre choix. Parce que c'est ça la dimension c'est quand même la finalité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les personnes puissent avoir le libre choix. Et aujourd'hui, elles ne l'ont pas, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas une pluralité d'offres différentes sur un territoire. Il y a encore 10 ans, moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années sur ces questions-là, on était en famille ou alors on était en établissement médico-social, en grosso modo. Ou alors on était tout seul et pas suffisamment de services, ou alors comme je le disais tout à l'heure, la vie était nécessairement programmée, etc. Bon, ça commence à évoluer, mais il n'y a pas une pluralité suffisante de différences. Voilà, donc ça, c'est la première condition pour le libre choix. Et puis la deuxième, c'est le consentement. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que je ne choisisse pas par défaut, ou que je ne choisisse pas parce que je n'ai pas suffisamment d'informations, etc., etc.
moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la forme que ça prend, même si je pense qu'il faut qu'elle soit diverse et variée pour que ça permette aux gens de trouver celle qui leur convient le mieux. Moi, ce que je défends, c'est de revenir à la question de l'habiter. Donc, ça renvoie tout à l'heure à ce qu'on disait. C'est à contrario des logiques de gestion, des logiques même un peu technocratiques ou des logiques, etc., qui seraient un peu à l'œuvre. C'est-à-dire, reposons-nous la question de l'habiter. C'est quoi habiter avec les gens? Et à partir de là, reprenons de ça et construisons des solutions. Alors après, les solutions, elles ne sont pas... c'est pas des trucs extraordinaires, il y a des contraintes, il y a des contingences et tout ça, mais les gens, ils sont capables de comprendre ça. Il y a des contingences et que, de fait, je ne peux pas faire, etc. Donc, voilà. Mais la question, c'est de revenir à ça, c'est de revenir à la question de fond. C'est voilà, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que j'ai envie pour habiter. Et c'est, voilà, je vous le dis, hein, moi, je travaille toujours autour de ça. C'est, bon, alors, mon chez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans mon chez-moi, de quoi j'ai besoin, comment il doit être foutu, etc. etc. Donc c'est là où il y a des trucs intéressants. Voilà, une pièce supplémentaire parce que je veux accueillir des gens. J'ai besoin d'un truc parce que je bricole, enfin, des trucs auxquels on ne pense pas forcément, hein, parce que la production de logement, elle est quand même assez, encore une fois, aujourd'hui, elle est quand même assez classique, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, elle est encore sur la famille nucléaire et tout ça, tout ça. On le voit bien là sur le confinement, comment c'est compliqué d'avoir. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent pour partie chez eux, il n'y a pas d'espace pour travailler. Voilà. Donc comment il est foutu? À quel endroit ça doit être, quoi? C'est-à-dire en termes de paysage, en termes de services ou pas, que j'ai besoin de trucs. Il y a des gens qui ont besoin d'être isolés plutôt, puis d'autres qui ont besoin d'avoir un tas de trucs autour. Le mode de vie, on en a suffisamment parlé, c'est-à-dire est-ce que c'est un truc très... Voilà, j'ai envie d'avoir un chez moi, basta, et je peux avoir des voisins, mais j'ai pas envie de partager quoi que ce soit autrement. Ou est-ce que c'est... Et puis jusqu'à très communautaire. Et puis après, il y a plein de... On peut faire plein de trucs intermédiaires autour de ça. Et puis l'accompagnement dont j'ai besoin en fonction de ma situation, pour que je puisse vivre de façon confortable, sécurisée chez moi. De quoi j'ai besoin, de qui j'ai besoin. J'ai besoin de la technique, j'ai besoin un peu d'humain, beaucoup d'humain. Quel genre d'humain j'ai besoin aussi, important. Question voilà, la question du soin, la question de l'accompagnement, la question de tout ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je me repense aussi comment je vis, en fait. Est-ce que je vis, je sais pas, est-ce que je suis un oiseau de nuit, un oiseau de jour? Est-ce que je suis très, très réglé comme ça? Est-ce qu'au contraire, là, est-ce que je suis plutôt bordélique et je veux pas qu'on touche à mon bordel parce que c'est chez moi? Voilà. Enfin, c'est ces questions, vraiment, là, pour le coup, c'est les questions vraiment, c'est ça, l'habiter. Et à partir de là, on peut définir des formules d'habitat. C'est pas compliqué, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle une personne âgée, quoi? Grosso modo, dans la société. Alors, la société, après, il faut dire en plus, je pense qu'il faut dire la société française, parce que ce que je disais tout à l'heure très vite sur le champ du handicap, le champ alors on va dire des personnes âgées, on va le dire comme ça maintenant pour l'instant, on verra après. C'est quand même quelque chose de très français. C'est-à-dire qu'il y a une construction historique des politiques publiques et notamment des politiques sociales qui fait qu'il y a une situation française qui est particulière. Là, je parlais c'est très bien en plus, ça tombe sur la même semaine finalement. Je parlais de ce comité scientifique, là, de cette recherche-action sur l'habitat dédié aux personnes âgées. On avait des Allemands qui étaient là, on avait des Belges, on avait des Anglais. Et on a confronté rapidement les choses. Et, on le savait déjà, mais on s'est redit qu'effectivement, il y a une situation spécifiquement française qui est liée à l'histoire des politiques sociales de ce pays. Alors, si on est en France et qu'on parle de ça, je pense que ce qui caractérise le moment, c'est la pensée de ce que Madame Bourguignon a dit récemment, c'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on va orienter, que vont s'orienter les politiques, que vont s'orienter sans doute la future loi grand âge, etc. C'est qu'il y a un choc démographique, c'est-à-dire que la population vieillit et elle vieillit de plus en plus longtemps. Et la peur, la crainte, et on travaille à partir d'une crainte, ce qui n'est jamais, à mon avis, une très bonne solution, c'est la peur de la dépendance.
et que ce qui caractérise la place de la personne âgée, c'est grosso modo, il y a des seniors, comme on dit, ce qui est un terme absolument lamentable, mais c'est comme ça, c'est un terme, bon. On devient senior, vous savez, en plus on devient senior de plus en plus tôt, on est jeune de plus en plus longtemps et on devient senior de plus en plus tôt. Hein. Bon, après, la part entre les jeunes et les seniors va devenir de plus en plus petite. Donc on va être très très vite, très très peu de temps adulte finalement. Donc c'est une caractéristique. Bon, c'est une demi-plaisanterie, hein, évidemment, mais en même temps, quand on analyse les discours, on est là-dessus. Donc il y a les seniors, grosso modo jusqu'à 75 ans, on va dire à peu près, et puis après on tourne dans ce qu'on a appelé le quatrième âge, ce qu'on appelle le quatrième âge, qui est une période de la dépendance. Donc voilà. Et la question qui est posée, c'est véritablement cette crainte de la dépendance. Je pense que ce qui caractérise aujourd'hui le moment, c'est ça. C'est par rapport à cette question-là. C'est bien une question de... on a une crainte de la dépendance et on vit sur une crainte de la dépendance. Donc à partir du moment où on vit ça sur la dépendance, ça veut dire que ça oriente aussi nos façons de répondre à cette question-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça devient uniquement un problème sanitaire et ça devient, oui, d'abord essentiellement un problème sanitaire. La question sanitaire, c'est que, grosso modo, c'est que la personne, malgré tout ce qu'on raconte, elle devient plus la personne comme citoyen, comme elle devient de moins en moins présente, elle devient plutôt objet de soin. Deux questions et deux critiques. La première question, c'est est-ce qu'il suffit qu'on vive ensemble pour qu'on ne soit pas isolé, quoi? Ben non. On peut vivre ensemble. Voilà. La question de l'isolement n'est pas une question c'est pas parce qu'on est avec d'autres dans le même lieu, dans le même espace, qu'on n'est pas isolé. Parce que la question qu'est-ce qui est derrière, c'est la question du lien, des liens, des relations qu'on tisse et tout ça. Et là encore, on est sur une logique un peu, comment dire, un peu légère, quoi. Bon, mais c'est normal. C'est un conseiller d'État, il fait du droit, il ne fait pas de la sociologie. Et donc, c'est logique. Bon, la question, en plus, la question des liens, elle est, je sais plus, j'écris ça dans un bouquin, j'ai fait un truc là-dessus, assez long dans un bouquin là-dessus, mais pour résumer, le problème qu'on a, c'est un problème de représentation. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont isolés. Donc, est-ce qu'isoler, c'est ne pas avoir... Comment c'est mesuré? Et donc, il y a notamment, qui renforce cette représentation-là qu'on a, c'est un tas d'études du CREDOC qui ont été faites là-dessus. Et les études du CREDOC, elles font quoi? Elles sont essentiellement quantitatives. C'est-à-dire qu'elles demandent aux gens, vous avez eu, voilà, au cours de la dernière semaine, vous avez vu combien de personnes? Et c'est à partir de là qu'on dit, bah voilà, si vous n'avez pas vu beaucoup de personnes, vous êtes isolé. Alors après, il y a deux questions. Je peux ne pas avoir eu beaucoup de personnes. Puis là, il faudrait distinguer ce qui est rarement fait, les liens forts et les liens faibles. Je peux avoir vu très peu de personnes, mais c'est des liens forts, et donc ça me suffit, ça me nourrit suffisamment, ou pas, hein, mais il n'y a pas de vérité. Mais voilà, donc il faut aussi prendre ça en fonction de la singularité de chaque personne et comment c'est vécu. Et puis je peux avoir aussi pas de liens forts, mais beaucoup de liens faibles. On s'est aperçu, par exemple, sur les personnes en situation de handicap, qu'il y a énormément de groupes dans les groupes sociaux, qui se sont mis en place depuis un moment via les réseaux sociaux. Et ça nourrit les gens. Alors après, là, il y a une critique sur est-ce que c'est nanana, parce qu'on a une représentation de... mais alors, ça ne nourrit pas tout le monde, c'est pas suffisamment pour certains, mais certains, vraiment, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, le dernier élément, c'est qu'on peut être isolé, c'est-à-dire avoir très peu de liens forts, très peu de liens faibles, mais ne pas souffrir de cet isolement. Et ça, c'est la solitude. Et donc, on distingue rarement les deux dimensions, qui sont l'isolement et la solitude. Je peux être isolé, mais choisir la solitude, et tout à fait m'en repaître aussi. Voilà. Elle est problématique, l'isolement, il est problématique quand effectivement je ne vais pas pouvoir, si je suis en danger, si j'ai besoin d'un certain nombre de choses, etc. Bien sûr que c'est problématique, et encore une fois, hein, je ne nie pas du tout les situations problématiques qui existent d'isolement.
voilà, quand on découvre une personne qui est décédée depuis X jours dans un appartement, bien sûr que c'est problématique, évidemment. Donc, tout ça, voilà, je pense que tout ça, il faut le nuancer et ne pas en faire une règle qui serait, voilà, on a peur de, voilà, donc il faut que les gens, voilà, ils soient pas isolés. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que les gens ne soient pas isolés? Il faut qu'on les mette ensemble. Et encore une fois, les gens qui sont ensemble, on peut vivre ensemble dans les logements happy, dans un habitat inclusif, mais être complètement isolés. Parce que les liens vont être très faibles et ils ne vont pas nourrir. Ceci étant, c'est vrai qu'elles ont dynamisé cette question-là de façon importante, hein. Si ça s'appelle habitat inclusif, c'est sans doute parce que l'Association des paralysés de France, l'APF, qui s'appelle maintenant APF France Handicap, en 2016 a organisé un colloque qui s'appelait pour l'habitat inclusif. Et que la politique publique, elle naît à la fin de la même année, de 2016, par le comité interministériel du handicap, qui reprend ce terme-là, etc. Mais parce que bon, justement, il y a une proximité de quelques grandes associations avec les services de l'État et avec les ministères. Hein. Très longtemps, le délégué interministériel du handicap était, alors ça n'existe plus comme fonction maintenant, mais cette fonction-là a été occupée très longtemps par un ancien directeur général de l'ENAPI, par exemple. Sur plusieurs dizaines d'années, on peut lire des trucs comme ça. Mais en même temps, moi, j'ai accompagné ou j'ai été sollicité par pas mal aussi de groupes de personnes, c'est-à-dire de groupes de parents, de groupes de personnes en situation de handicap, un peu moins, mais quand même quelques-unes. Je ne vais pas dire que c'était la majorité, bien évidemment, mais c'est arrivé, mais surtout de groupes de parents. Voilà. Donc ça, c'est... Donc, on peut imaginer que alors, et ça existe aussi, hein, si on prend sur le champ des personnes âgées, voilà, il y a quand même l'armée du salut qui est quand même présente, il y a quand même quelques grandes associations qui travaillent sur ces questions-là aussi. Et puis, après, c'est vrai que le monde associatif est moins présent. Mais c'est sans doute les collectivités qui devraient prendre le relais. C'est pour ça que, voilà, moi, dans l'accompagnement qu'on a fait avec le Loiret, on a essayé, en tout cas, moi, c'est les préconisations que j'ai faites, c'est de se dire, voilà, c'est au département de prendre le truc. Parce qu'il faut effectivement un acteur pour animer la mise en route de tout ça. Alors, il y a des choses qui se passent, il y a des initiatives qui se prennent. Je parlais de l'association à l'âge, par exemple, qui est assez dynamique sur ces questions-là, et donc qui promeut, qui accompagne, qui donc là en plus est à l'origine d'une recherche-action qui va être très importante sur la question de l'habitat participatif pour les personnes âgées. Donc il y a des acteurs, il y a des choses, mais effectivement, si on veut là pour le coup animer véritablement ça, il faut qu'il y ait un acteur qui puisse l'animer. Et je reste persuadé, mais c'est vrai aussi pour le handicap, c'est ce que je raconte aussi, je pense que c'est le département qui est le meilleur endroit. D'abord parce qu'il y a la proximité, qui est une proximité suffisante, et puis deux, parce qu'il a 3 leviers, quoi. Enfin, il a deux leviers avec l'autonomie et l'habitat. Alors, bon, les compétences, elles ne sont pas pleines et entières sur l'habitat dans tous les départements, mais il a quand même cette compétence-là. Et donc, il a un levier d'action. Et deux, il a un levier sur l'autonomie. Donc, normalement, voilà, c'est quand même le bon interlocuteur. Voilà. Et donc, c'est là qu'on devrait prendre une logique d'animation. Ceci étant, il faut qu'on passe à une logique d'animation, pas une logique de gestion. C'est ça la question. Pour moi, en tout cas, c'est que l'habitat, c'est un levier de la citoyenneté. Mais l'habitat au sens où je l'ai défini tout à l'heure, plein et entier. Et donc, c'est un levier de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas le seul, hein, c'est un levier possible. On sait que l'éducation en est un, on sait que le travail en est un, etc.
Et puis, c'est un levier de citoyenneté pour les personnes âgées. On voit bien, par exemple, que l'habitat inclusif, tel qu'il est, une des hypothèses qu'on peut faire, en tout cas une de celles que je fais en ce moment, c'est de se dire que l'habitat inclusif, il est pensé aussi pour résoudre une équation qui serait on va arrêter, on va diminuer le nombre de places en institution, parce que ça coûte cher, parce que, etc., etc. Alors, c'est plus dit comme ça, mais ça l'a été. Moi, dans différents papiers, j'ai repris plusieurs fois des interventions de Sophie Cluzel qui l'a dit explicitement, dans les interventions publiques qu'elle a faites, en disant, voilà, c'est à la fois quelque chose qui est mieux pour les gens, mais en même temps, ça nous coûtera moins cher. Enfin, elle ne l'avait pas dit comme ça exactement. Si vous avez lu des papiers, peut-être vous l'avez retrouvé, ces passages-là. Donc, cette logique, bien sûr que cette logique gestionnaire, elle est à l'œuvre. Donc, de fait, elle rentre en conflit avec besoins et aspirations des gens. Puisque, à partir du moment où il y a une logique gestionnaire, il y a des gestionnaires, et donc les gestionnaires, ils produisent des solutions dans une logique gestionnaire, ce qui est une tautologie absolue, mais qui est une réalité, et qui fait qu'ils vont ignorer les aspirations, les besoins des gens, les modes de fabrication de solutions qu'ils pourraient avoir, qui nécessiteraient sans doute un peu plus de temps. Donc le temps, c'est de l'argent, un peu plus d'essais d'erreurs, etc. Et la preuve en est, c'est que le rapport Pifto-Wolfram, qui est sorti, donc, puisque vous parliez des logements happy, la lettre de mission, c'est quand même du Premier ministre en décembre dernier, c'était quand même de dire, voilà, c'est bien tous ces trucs-là, mais maintenant, il faut passer à une phase d'industrialisation. Alors, il ne le dit pas exactement dans le terme industrialisation, mais quand on lit les 3 premiers paragraphes de la lettre de mission, c'est bien ça, il faut passer à une autre échelle. Et donc, l'industrialisation, par définition, c'est un mode, là aussi, de gestion. C'est-à-dire qu'on se dit, si on industrialise, c'est le principe c'est le principe de l'industrialisation. En gros, on passe de l'artisanat à un mode de production qui va de faire aller plus vite, certes, mais aussi coûter moins cher. Le mot de la fin, c'est pour moi le travail le plus important, c'est le travail en réseau pour pouvoir répondre au maximum aux besoins des locataires, si on les met effectivement en valeur, au centre du projet. Voilà, c'est ensemble sur le quartier que nous pouvons y répondre, sur le quartier et aux environs. Mon souhait, c'était de créer du lien. Vous savez comme moi, combien les gens sont un peu individuels. Et que, en fait, quand on crée du lien, ils en sont heureux. Donc, mon souhait, c'était ça, de me retrouver au milieu des gens. J'ai beaucoup servi dans la congrégation, dans les structures, j'ai rendu des services. Là, j'avais dit, bon, maintenant, moi, je voudrais être au milieu des gens, être là et puis participer à leur vie et puis les aider à la vivre bien, au mieux. Mais chacun dans les habitats a pu gagner en autonomie. Alors chacun a leur rythme, chacun a son rythme, chacun selon aussi son passé, son vécu. Mais on n'a eu que des victoires, petites ou grandes, mais on n'a eu que des victoires jusque-là. Alors oui, on a nos victoires personnelles, on a plein de choses, on voit plein de choses, mais moi je suis là depuis le début des projets et j'ai eu que des victoires. Alors pour différentes raisons, on en a eu on s'est rendu compte que l'habitat ne leur convenait pas, mais malgré tout, le passage dans les habitats leur a été bénéfique. Je pense que c'est justement pouvoir recréer pour eux, on va dire une vie de famille, casser cette solitude qui peut y avoir. Ça voulait avoir plus de femmes des célibataires ici.
Mais ici, c'est pour moi, c'est indépendant, je peux me débrouiller pour avoir un logement futur. À rencontrer une femme, tu vas vite faire une vie de couple, des enfants. Et après, c'est gagner des sous. Ou alors on nourrit les enfants, la famille. Je pense que vraiment la question fondamentale, c'est il faut la reposer politiquement, mais vous avez bien compris que ce n'était pas à savoir si c'était tel ou tel parti, etc. C'est une question vraiment de politique, qu'il faut donc définir une politique, que cette politique, elle doit faire que les échelons de la politique de l'État, que les collectivités locales, etc., elles doivent se mettre dans une position d'animation de politique, non pas de gestion de dispositifs. Voilà, ça c'est clairement. Et que la finalité de ça, c'est de se dire que l'habiter des personnes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, mais là il se trouve que c'est plutôt les personnes âgées, mais c'est vrai pour les personnes handicapées, puis c'est vrai pour chacun de nous, sans doute. L'habiter, c'est-à-dire qu'effectivement, la possibilité de choisir un chez-soi, tel que j'ai défini tout à l'heure, et notamment avec ces conditions spécifiques de l'intimité, de la clôture, c'est-à-dire de qui peut rentrer chez moi, etc., etc., et puis de la programmation de mon temps à l'intérieur de ce chez-soi-là, c'est une donnée fondamentale pour moi, l'habiter. C'est vraiment... bon, j'ai écrit des trucs là-dessus, etc. Bon, il y a plein de philosophes, et enfin, voilà, c'est vraiment une donnée fondamentale à l'être humain, une nécessité, et ce faisant, je pense que c'est un levier possible à la citoyenneté. Et que donc, avoir un chez-soi, c'est la condition pour pouvoir être dans la cité, et pouvoir agir dans la cité, pour agir comme on le souhaite, dans plein de modes d'agir dans la cité possible, mais donc ça va être citoyen. Donc après, en fonction de ses aspérités, de ses aspirations, de sa singularité, etc., on agit comme on veut. Mais pour pouvoir agir, pouvoir être véritablement dans la cité, donc être citoyen, il faut que je puisse avoir un chez moi, parce que c'est le lieu où je peux revenir, où je peux revenir à moi, etc., etc. Voilà. En gros, si je résumais, c'est pas plus compliqué que ça. On aurait pu faire 3 minutes, en fait.